Bonjour, je m'appelle Francis Pouliot, ingénieur agricole au Centre de développement du Port du Québec. Il me fait plaisir de vous présenter cette capsule portant sur les méthodes pour améliorer les conditions d'ambiance dans les bâtiments porcins en été. Dans un premier temps, je vais traiter du confort des porcelets durant la période estivale. À la naissance des porcelets, les porcelets quittent l'utérus de leur mère qui est à 39 degrés Celsius. Pour réduire le choc thermique lié à la naissance, il est important d'avoir suffisamment de chaleur les 48 premières heures pour une transition graduelle à leur nouvel environnement. Comme vous pouvez le constater sur le tableau, la température requise au niveau des porcelets réduit avec l'âge de ces derniers. Ainsi, aux températures requises pour leur première semaine de vie, même en été, c'est l'hiver pour eux. À leur naissance, les porcelets sont très maigres, dépourvus de poils, et ont donc peu d'isolant thermique, ce qui leur fait perdre beaucoup de chaleur. Ainsi, afin de maintenir leur température corporelle, les dépenses de thermorégulation sont 2,6 fois plus élevées qu'au sevrage et correspondent à plus de 60% de l'énergie disponible à la naissance. Bien entendu, il est important d'assécher rapidement les porcelets après leur naissance pour ne pas accentuer la perte de chaleur. Pour minimiser la perte de chaleur par les porcelets, des sources de chaleur doivent être utilisées pour les réchauffer, tout en évitant de chauffer les truies. L'utilisation de lampes infrarouges ou en combinaison avec un tapis chauffant est à favoriser dans les 48 premières heures de vie. Il est important d'observer d'observer les porcelets et mesurer la température à leur niveau dans la niche afin d'ajuster l'intensité du chauffage aux besoins. Par temps chaud en été, il est recommandé d'éteindre les éléments chauffants pour ne pas exacerber l'inconfort thermique des truies. Afin d'adapter les conditions d'ambiance selon la réalité des porcelets à chacune des cages, il est recommandé d'utiliser un système de contrôle permettant d'ajuster de manière indépendante pour chaque cage l'intensité des lampes infrarouges et ou des tapis chauffants en fonction du poids des porcelets et de la température désirée. L'idée est de créer un microclimat répondant aux besoins des porcelets tout en favorisant l'ambiance de la truie. Maintenant, discutons du confort des truies en été. Sans entrer dans les détails, le présent schéma montre les conséquences de l'augmentation de la température ambiante sur les principaux mécanismes impliqués dans la thermorégulation des truies en lactation. En résumé, une truie qui a chaud, c'est une truie qui mange moins, qui produit moins de lait. Les porcelets, elles gèrent moins de lait, donc il va y avoir un impact sur le poids au sevrage. Et ça, c'est sans compter l'impact sur le risque d'avoir une problématique sur la venue en chaleur au sevrage. Comme il peut être constaté sur le présent graphique, les truies débutent la lutte contre la chaleur au-dessus de 18 degrés Celsius dans la salle. En été, la température ambiante dans la salle a un impact significatif sur la prise alimentaire des truies lactantes. Plus il fait chaud au-dessus de 18 degrés Celsius, plus la réduction de consommation d'aliments par la truie s'accélère. Ainsi, entre 18 et 25 degrés Celsius, la truie diminue sa consommation d'aliments de 150 grammes par jour par degré Celsius pour s'accélérer à 385 grammes par jour par degré Celsius entre 25 et 27 degrés Celsius pour atteindre finalement 923 grammes par jour par degré Celsius entre 27 et 29 degrés Celsius. À titre d'exemple, une truie logée à 28 degrés Celsius consommera 923 grammes par jour de moins qu'à 27 degrés Celsius, ce qui est considérable. Au-dessous de 25 degrés Celsius dans la salle, la production laitière de la truie n'est pas affectée, mais elle va mobiliser ses réserves corporelles afin de compenser sa chute d'appétit et maintenir sa production laitière. Toutefois, au-delà de 25 degrés Celsius, la truie va réduire davantage sa consommation d'aliments ainsi que sa production laitière, ce qui aura pour effet de réduire le gain de poids des porcelets.
Par temps chaud, le flux sanguin est redistribué au niveau de l'ensemble de la truie pour évacuer sa chaleur, et ce au détriment de l'apport de sang au niveau de la mamelle. Comme indiqué précédemment, et comme le montre le présent graphique, la saison chaude peut avoir un impact négatif sur la fertilité des truies pluripares et des cochettes durant l'été et au début de l'automne. Par conséquent, le défi est de trouver des façons de rafraîchir les truies en été sans affecter le confort des porcelets, surtout durant la première semaine de vie. Parlons maintenant du confort des porcs en engraissement durant l'été. La génétique évolue et les porcs sont de plus en plus performants. Le gain moyen quotidien augmente et les porcs consomment plus. Ceci a eu pour effet d'augmenter la production de chaleur des porcs de 12 à 35 entre 1998 et 2004. Donc, on peut imaginer que depuis 2004 à 2022, ça a continué à augmenter depuis. Une autre étude nous démontre que l'évolution génétique a réduit la température critique supérieure, c'est-à-dire de 7 degrés Celsius. Comme les truies, les porcs en engraissement diminuent leur consommation d'aliments par temps chaud, ce qui a pour impact de réduire leur gain moyen quotidien et par conséquent le revenu de l'éleveur. Comment faire pour rafraîchir les porcs en été? En été, il y a 3 niveaux de refroidissement qui peuvent être utilisés dans les bâtiments porcins. En premier lieu, entre 18 et 23 degrés Celsius dans la salle, les changements d'air générés par la ventilation sont suffisants pour maintenir une condition d'ambiance adéquate. Au-delà de 23 degrés Celsius, l'augmentation de la vitesse d'air au niveau des porcs est à préconiser afin de refroidir efficacement les animaux. En fait, plus la température dans la salle se rapproche de la température de la peau des porcs, qui est d'environ 32 degrés Celsius, moins efficace sera le transfert de chaleur entre l'animal et son environnement. Bref, moins le porc sera refroidi. Ainsi, dépassé 28 degrés Celsius, l'utilisation de l'eau pour mouiller les porcs ou refroidir l'air sont les seules solutions pour refroidir efficacement les porcs à ce niveau de température ambiante. Avant de penser refroidir les animaux, il faut d'abord éviter le réchauffement de l'air par l'entretoit lorsque l'air entre par le plafond. Il faut par la suite avoir un débit d'air adéquat et bien ajusté. Les principaux paramètres sur le contrôle de ventilation, qui sont la consigne de température, les écarts et les différentiels de chacun des paliers de ventilation. Par la suite, il faut générer une vitesse d'air sur les animaux de différentes façons, soit de les façons suivantes. Soit par l'utilisation de ventilateurs de recirculation, par des entrées d'air directionnelles et par un système de ventilation tunnel. Il est possible de refroidir l'air en combinant la vitesse d'air sur les animaux à l'utilisation d'eau. En fait, des brumisateurs qui fonctionnent à haute pression, soit à plus de 1500 livres de pression, et ou l'utilisation de rideaux d'évaporation d'eau, communément appelés en anglais cool cells. Enfin, de mouiller les porcs par cycle d'humectation et de séchage par des gicleurs de basse pression, fonctionnant à 40 livres de pression, pour les porcs logés en groupe, ou de buse goutte à goutte pour les truies en cage, sont des moyens de refroidissement très efficaces et à moindre coût. Il y a un débat présentement quant au choix de la température de consigne en été. Avec les systèmes de ventilation d'aujourd'hui, ce n'est plus un souci d'utiliser les mêmes consignes de température en été et en hiver. Certains diront oui, mais qu'en est-il des variations de température jour-nuit en été? Il n'y a pas de souci. En effet, ce qu'il faut considérer, c'est que la variation de température durant la journée se fait graduellement. En plus, la température intérieure est en général supérieure à la température de consigne durant la saison chaude.
Le système de ventilation réagit très rapidement au changement de température extérieure et à l'intérieur, bien entendu. Il est toutefois important de bien ajuster les écarts et les différentiels de ventilation en fonction de la puissance de chacun des paliers de ventilation. Ce qui laisse en fait la possibilité autrui de consommer durant la nuit, profiter de la fraîcheur de la nuit pour récupérer du stress thermique de la journée. Puis également, on peut leur laisser l'opportunité de pouvoir consommer de l'aliment. Il ne faut pas oublier que les niches offrent également le confort souhaité au niveau des porcelets en salle de mise-bas. Un autre débat, celui du débit de ventilation à préconiser durant la saison chaude dans les salles d'élevage. Comme il peut être constaté dans le tableau ci-bas, donc les taux de ventilation préconisés dans les élevages en France sont environ 2,5 fois inférieurs que ceux utilisés au Québec. Pour un climat légèrement plus froid en Bretagne, mais somme toute similaire. Ce constat amène à réfléchir le taux de ventilation versus le coût d'investissement en ventilateur par rapport à la combinaison possible d'autres moyens de refroidissement qui pourraient être plus efficaces, permettant de générer un courant d'air sur les animaux et ou de mouiller les animaux ou refroidir l'air euh, pour rafraîchir les animaux. En résumé, avec les taux de ventilation préconisés au Québec, la différence de température dans la salle est d'environ 2 degrés Celsius, plus élevée que l'extérieur. Alors qu'avec les taux préconisés en France, cet écart est ramené à 4 degrés Celsius, soit 2 degrés Celsius de plus par rapport au Québec, mais par contre avec la moitié moins de débit de ventilation. Ainsi, les prochaines diapositives démontreront qu'il y a des méthodes plus efficaces et à moindre coût pour refroidir les animaux que d'uniquement augmenter le débit d'air. À prime abord, si l'air entre par le plafond et passe par l'entretoit, l'utilisation d'un isolant de toit installé sous la tôle de la toiture permet d'éviter un réchauffement de l'air de plus de 5 degrés Celsius, ce qui a un impact important sur la température de l'air entrant dans le bâtiment. L'ajout d'un isolant de toit est donc plus efficient que d'augmenter le débit de ventilation dans ce cas. Dans le cas d'une construction neuve ou d'une rénovation de toiture, il est recommandé d'utiliser une tôle blanche sur la toiture pour réduire le réchauffement par le soleil. Également d'installer un isolant de type thermofoil, un isolant à bulles, avec un côté aluminium sous la tôle, avec le côté aluminium tourné vers l'entretoit. Dans le cas d'un bâtiment existant dont la tôle n'a pas à être changée, donc, il est possible d'installer un pare à air de type Tyvek installé entre les fermes de toit sous le latage, de façon à garder une chambre d'air, telle que montrée sur la photo ci-bas. Au niveau de la vitesse d'air sur les animaux, il a été démontré qu'avec une vitesse d'air de 200 pieds minutes entre 24 et 28 degrés Celsius dans la salle, ça pourrait faire de réduire la température ressentie de 5 à 6 degrés Celsius, ce qui est vraiment majeur. Comment y arriver? Avec l'aide de ventilateurs de recirculation, d'entrée d'air dirigée sur les animaux et par la ventilation tunnel. Toutefois, l'effet de refroidissement par la vitesse d'air a ses limites. En effet, si la température intérieure est supérieure à celle de la peau des animaux, qui est à 32 degrés Celsius, il n'y a plus de refroidissement par convection car les pores ne transpirent pas. Sur la photo, il y a un ventilateur de recirculation typique utilisé pour générer une vitesse d'air sur les animaux. Le présent schéma illustre des entrées d'air modulaires plafonnées qui, lorsque pleinement ouvertes vers le sol, vont générer une vitesse d'air significative au niveau des animaux si conçues adéquatement. Donc, c'est ce qu'on appelle des entrées d'air directionnelles. Pour créer une vitesse d'air suffisante au niveau des animaux avec des entrées d'air plafonnées directionnelles, une vitesse d'air de plus de 650 pieds minutes à l'entrée d'air est requise. Aucun ventilateur de recirculation n'est alors requis. Ce type de concept d'entrée d'air est très efficace, si bien conçu et peu coûteux.
Toutefois, il est requis d'installer un isolant du toit pour éviter le phénomène de réchauffement dans l'entretoit par le soleil. Voici un exemple d'entrée d'air modulaire plafonnier directionnel en gestation en groupe, dont l'objectif est de créer un courant d'air au plancher et non au plafond. En effet, en été, le courant d'air est souhaité au plancher de façon à venir rafraîchir les animaux. Voici un exemple de ventilateur de recirculation en engraissement. Les divisions d'enclos engendrent toutefois des obstacles au passage du courant d'air. Il est recommandé d'espacer les recirculateurs de 30 pouces on-off aux 50 pieds par rangée de parc. Il faut bien ajuster l'angle des recirculateurs de façon à générer un courant d'air sur le plus de parcs possible. Les figures présentent différents aménagements de ventilateurs de recirculation. À gauche, des recirculateurs de 36 pouces sont utilisés en bloc saillie pour rafraîchir les truies. Au centre, des recirculateurs de 28 pouces à vitesse variable sont utilisés pour rafraîchir les truies lactantes, alors que la dernière image montre un recirculateur de 36 pouces en gestation en groupe. Parlons maintenant de solutions de refroidissement de l'air combinées à la vitesse d'air sur les animaux. Il y a principalement deux façons de refroidir l'air dans les bâtiments porcins. Par la brumisation d'eau dans l'air sous haute pression, qui a un potentiel de réduction de température de 4 degrés Celsius, ou par l'utilisation de rideaux d'évaporation d'eau, ou communément appelé cool cells en anglais, qui a le potentiel de réduire la température de l'air de 6 degrés Celsius. Ces méthodes sont efficaces par temps chaud lorsque l'humidité relative est inférieure à 60% à l'extérieur. Ainsi, plus l'air est sec à l'extérieur, plus élevé sera l'abaissement de température, car le potentiel d'évaporation d'eau est grand. Il s'agit toutefois de systèmes plus coûteux, qui nécessitent de l'entretien et qui sont peu efficaces à plus de 70% d'humidité relative. Une des solutions les plus intéressantes, mouiller les pores. La réalisation de cycles d'humectation de la peau des pores et de séchage est très efficace pour refroidir les pores, même en présence d'humidité relative élevée. En fait, on cherche à mimer la transpiration chez l'humain ou on mime chez les pores le fait qu'ils se roulent dans la boue pour se rafraîchir. L'efficacité de refroidissement est augmentée si jumelée à un courant d'air. Les pores sont simplement humectés à l'aide de gicleurs basse pression, tels qu'utilisés pour détremper les packs d'engraissement avant le lavage à pression. Il faut toutefois s'assurer de bien ajuster le niveau d'aspersion d'eau pour ne pas gaspiller trop d'eau et aussi pour ne pas trop mouiller le plancher. Il faut également bien positionner les gicleurs pour ne pas envoyer de l'eau dans les réserves des trémies. Ainsi, il est recommandé de combiner la vitesse d'air et l'arrosage des pores logés en groupe. Comme montré sur la diapositive, de simples buts sont installées au plafond au-dessus de chaque parc, de façon à ne pas mouiller la moulée dans les réserves de trémies. Il est recommandé de mouiller les animaux rapidement et laisser le temps de sécher. Typiquement, les gicleurs sont partis à 28 degrés Celsius environ. Ils fonctionnent pendant 1 minute et puis ils sont arrêtés pendant 45 minutes. Au-dessus de 32 degrés Celsius, donc il fait plus chaud, on peut maintenir le même temps d'arrosage, mais on va réduire le temps d'arrêt à 30 minutes pour augmenter les fréquences d'humectation. En fait, il est important de bien ajuster le temps de giclage et d'arrêt de façon à bien humecter la peau des pores et aussi d'arrêter l'arrosage suffisamment longtemps pour laisser laisser le temps à l'eau de s'évaporer, ce qui a pour effet de rafraîchir les animaux. Voici l'impact mesuré des différentes méthodes de refroidissement en engraissement.
C'est des données qui sont tirées d'un projet réalisé par le CDPQ en 2012. Dans le cadre d'un projet réalisé par le CDPQ à l'intérieur d'un engraissement muni d'un système de ventilation avec entrée d'air sur un côté et ventilateur sur l'autre, 4 méthodes de refroidissement ont été comparées dans 4 salles différentes. Dans la première salle, il y avait un système de ventilation avec entrée d'air sur un bord, fan sur l'autre, avec simplement un débit de 80 CFM par part. La deuxième salle comportait un système de ventilation à 60 CFM par part, mais avec des recirculateurs. La troisième salle avec 45 CFM par part, combiné avec des recirculateurs et des brumisateurs haute pression. Et enfin, la dernière salle était à 45 CFM par part, combiné avec des recirculateurs et des gicleurs basse pression. En fait, il a été démontré que la combinaison de la vitesse d'air à l'utilisation d'eau pour refroidir les pores a permis d'augmenter le GMQ de 45 grammes par jour, tout en réduisant la consommation d'eau des pores de 1,9 degrés, 1,9 pardon, à 2,8 litres par jour par pore, et même en combinant recirculation et eau, et également dans le cadre de l'utilisation de la recirculation seule. Pour les truies en cage, les buses goutte à goutte installées au-dessus de la nuque des truies sont à préconiser. Typiquement, il faut laisser dégoûter les buses 1 minute et arrêter pendant 15 minutes pour laisser le temps de sécher. Lorsque la température augmente à 32 degrés Celsius, le temps d'arrêt est réduit à 10 minutes pour ainsi fonctionner plus souvent. Il est plus efficace de combiner cette méthode avec un courant d'air pour accélérer l'évaporation d'eau et augmenter le niveau de refroidissement. Les temps de marche et d'arrêt doivent être ajustés au cas par cas, de façon à laisser le temps aux animaux de sécher suffisamment, car c'est l'évaporation d'eau qui rafraîchit les animaux. La combinaison de la vitesse d'air et des buses goutte à goutte est très efficace. Effectivement, il a été démontré qu'à 30 degrés Celsius, une vitesse d'air de 180 pieds minute, jumelée avec des gouttes à gouttes, améliore la prise alimentaire des truies en lactation de 90%. Il est très important de noter que par météo caniculaire, il est recommandé de surveiller les pores et les truies en soirée. En effet, pour les arroser au besoin, car c'est entre 16h et 20h que les températures sont maximales dans les bâtiments. Maintenant, intéressons-nous à la saison ou saison automnale et printanière. En automne et au printemps, le défi est de gérer les fluctuations importantes de température extérieure jour-nuit, ce qui peut se faire en ajustant adéquatement les écarts et les différentiels de ventilation et de chauffage, en calibrant adéquatement l'ouverture des entrées d'air en fonction des paliers de ventilation. Voici les références utilisées pour la préparation de cette capsule. Je vous remercie de votre attention et merci aux collaborateurs pour leur contribution.